Nous allons écouter maintenant en qualité de second défendeur Madame Léa Verdi. Imaginez, derrière les volutes de sable, une forme immense se dresse. Mystérieuse, opaque, triangulaire, une pyramide d'Égypte. Vous êtes intimidé par cette masse sombre et menaçante. Il faut dire que vous êtes plus habitué à la pyramide du Louvre, transparente et légère. La première est un tombeau. La seconde, une invitation à entrer. Ce contraste n'a pas échappé à Renzo Piano, l'architecte du nouveau tribunal de Paris. Cet édifice de verre a été pensé comme l'antithèse lumineuse de l'ancien palais de justice. C'est un palais transparent. Monsieur le président de la section du contentieux, monsieur le président du Conseil de l'ordre, mesdames et messieurs les membres du Conseil de l'ordre, mesdames et messieurs les secrétaires, mesdames, messieurs, afin que la transparence ne demeure pas un simple projet architectural, elle doit aussi s'incarner dans les textes. En créant une inspection générale de la justice, les auteurs du décret du 5 décembre 2016 ont souhaité mettre en lumière le fonctionnement de l'ensemble des autorités judiciaires. Un service d'inspection de la justice, placé sous l'autorité du ministère de la Justice, existe depuis le décret du 25 juillet 1964 relatif à l'organisation de la justice. L'année suivante, un nouveau décret précisait que l'inspecteur général était compétent pour inspecter les juridictions de l'ordre judiciaire, à l'exception de la Cour de cassation. L'existence de cette inspection de la justice n'a soulevé aucune contestation pendant 50 ans. Puis, sur une recommandation de la Cour des comptes, le gouvernement a récemment décidé de fusionner les différents services d'inspection du ministère de la Justice. Inspection des services judiciaires, des services pénitentiaires et de la protection judiciaire de la jeunesse. Le décret du 5 décembre 2016 a concrétisé ce projet, tout en élargissant le champ de compétences de l'inspection à l'ensemble des juridictions de l'ordre judiciaire, Cour de cassation comprise. C'est par cette nouveauté que le scandale est arrivé. Plusieurs syndicats de magistrats ont déposé une requête afin d'annulation du décret, qui méconnaîtrait, selon eux, les principes de séparation des pouvoirs et d'indépendance des magistrats. La question suivante vous est donc posée. Le décret du 5 décembre 2016, portant création de l'inspection générale de la justice, est-il illégal en tant qu'il inclut la Cour de cassation dans le champ de compétences de l'inspection judiciaire? Vous répondrez par la négative. Le décret crée un pouvoir d'inspection délimité, respectueux de l'indépendance des magistrats de la Cour de cassation. Mais plus encore que la mesure qui caractérise ce pouvoir d'inspection, c'est la nécessité même de rendre compte du fonctionnement des institutions judiciaires qui doit guider votre réflexion. Car la transparence de l'administration est un impératif auquel la Cour de cassation ne saurait échapper. Un pouvoir d'inspection délimité d'abord, une inspection nécessaire ensuite. Le pouvoir de l'inspection générale de la justice est délimité. La légalité du décret du 5 décembre 2016 doit s'apprécier au regard de deux principes. La séparation des pouvoirs, entérinée par l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, et l'indépendance des magistrats, consacrée par l'article 64 de la Constitution. La manière d'inspecter de l'inspection générale de la justice est respectueuse de ces exigences constitutionnelles dans la mesure où elle ne porte jamais sur l'acte de juger. L'article 2 du décret litigieux précise que la nouvelle inspection générale de la justice apprécie l'activité, le fonctionnement et la performance des juridictions, ainsi que la manière de servir des personnels. Les contrôles opérés par l'inspection portent donc d'abord sur l'organisation administrative et budgétaire des juridictions. Il s'agit notamment de rendre compte du nombre de dossiers traités et des délais de jugement. Cette comptabilité, que les magistrats ont l'habitude de pratiquer eux-mêmes, est essentielle à l'évaluation du service public de la justice, mais sans incidence aucune sur le contenu de la décision prise par le magistrat. Il est vrai que la Cour de cassation publie déjà un rapport annuel, mais cela n'empêche pas l'inspection d'en produire un autre, qui ne fera sans doute que conforter ces statistiques. Il ne faut pas s'effrayer davantage de la rédaction d'un rapport sur les comportements individuels des magistrats. Là encore, il ne s'agit pas de s'interroger sur le bien fondé d'un jugement rendu, mais d'identifier des manquements constituant des fautes disciplinaires. En outre, ce rapport est purement déclaratoire. Il n'entraîne aucune conséquence, aucune sanction pour les magistrats visés. Il constitue tout au plus un document préparatoire qui pourra éventuellement être soumis à un débat contradictoire devant le Conseil supérieur de la magistrature si ce dernier décide de se saisir.
Ainsi, le contrôle exercé par le service d'inspection ne porte nullement atteinte à l'indépendance des magistrats. Il est net, ordonné, mesuré. On vous opposera cependant que ce n'est pas tant la manière d'inspecter qui pose problème que le rattachement de l'inspection générale de la justice au ministère de la Justice. Ce serait méconnaître la conception française des liens entre pouvoir exécutif et judiciaire. Méfions-nous des belles vues sur la séparation des pouvoirs. La séparation des pouvoirs, à la lettre, n'existe pas, écrivait Georges Vedel. Contrairement à certains systèmes étrangers qui préconisent une séparation absolue entre les pouvoirs judiciaires, exécutifs et législatifs, l'approche française est plus souple, plus poreuse. En pratique, l'exécutif dispose de pouvoirs importants de gestion des juridictions et des magistrats, et ce depuis la Révolution française. Il lui revient de nommer les magistrats, d'exercer une tutelle sur l'École nationale de la magistrature et de prononcer l'ensemble des décisions d'affectation et de promotion des magistrats. Dès lors, il n'y a rien de surprenant à ce que l'inspection générale de la justice soit placée sous l'autorité du ministère de la Justice. Un tel rattachement s'inscrit dans la logique constitutionnelle française. Le Conseil constitutionnel a d'ailleurs entériné le pouvoir d'enquête du garde des Sceaux, en déclarant conforme à la Constitution la loi organique du 25 juin 2001, laquelle précisait que le ministre de la Justice peut demander une enquête à l'inspection générale des services judiciaires. Enfin, dans un avis du 19 février 2009 sur le projet de fusion des inspections, l'Assemblée générale du Conseil d'État a considéré qu'un tel rattachement à l'exécutif ne posait pas de difficulté, à condition que soient apportées des garanties d'indépendance suffisantes. Or, tel est bien le cas. Le décret prévoit en effet que l'inspection d'une juridiction ou d'un magistrat est conduite par des magistrats et sous leur autorité, tandis que l'article 13 souligne que l'inspection rend ses conclusions en toute indépendance. Cette garantie fondamentale vient écarter tout soupçon de mainmise de l'exécutif. Compte tenu de ces garanties, voilà plus de 50 ans que personne ne s'offusque de l'inspection des juridictions de première instance et d'appel. Pourquoi en irait-il différemment pour la Cour de cassation ? Quand un homme a un bec de canard, des ailes de canard et des pattes de canard, c'est un canard. Abordons la question avec toute la sagesse et l'impertinence de Michel Audiard. Les membres de la Cour de cassation sont avant tout des magistrats issus du corps de la magistrature. Celui qui siège aujourd'hui à la Cour de cassation était hier un magistrat de première instance ou d'appel. Si le décret est conforme aux exigences constitutionnelles pour l'ensemble des magistrats, pourquoi faire une distinction pour les magistrats de la Cour de cassation ? Certes, la Cour est placée au sommet de la pyramide judiciaire. Certes, elle exerce un office spécifique et veille à l'unité du droit national. Mais rien ne justifie pour autant une protection particulière de l'indépendance de la haute juridiction. Un fondement juridique en ce sens n'apparaît ni dans la jurisprudence française, ni dans celle de la Cour européenne des droits de l'homme, ni même dans les travaux du Conseil de l'Europe ou des Nations unies. L'argument tiré de la présidence du Conseil supérieur de la magistrature ne vous retiendra pas davantage. Les formations du Conseil sont présidées par le premier président et le procureur général près la Cour de cassation. L'inspection des magistrats de la Cour de cassation ferait donc, nous dit-on, courir un péril certain à l'indépendance de la présidence du Conseil supérieur de la magistrature. C'est oublier que le Conseil est juridiquement distinct de la Cour de cassation. Quand le premier président et le procureur général y siègent, ce n'est pas en qualité de magistrat de la Cour de cassation. Que redoute-t-on alors ? Une intervention indirecte de l'exécutif par le biais d'une inspection qui s'en prendrait aux personnes mêmes du premier président et du procureur général ? Mais ce procès d'intention pourrait alors s'étendre à tous les autres magistrats membres du CSM et non aux seuls magistrats de la Cour de cassation. Les demandeurs semblent décidément avoir fait leur la maxime de la ferme des animaux. Tous les magistrats sont égaux, mais certains sont plus égaux que d'autres. L'inspection de la Cour de cassation répond donc aux exigences constitutionnelles de séparation des pouvoirs et d'indépendance des magistrats. Elle se révèle, en outre, indispensable. L'inspection de la justice est nécessaire à tous les niveaux de la pyramide judiciaire. Déjà, dans la salle tout en boiserie, où la cour attendait le moment d'effectuer son entrée, Laumon, voyant ses collègues en robe, pensait à chaque fois à des chanoines qui se préparent pour l'office dans la sacristie d'une cathédrale. Il n'y avait pas jusqu'au passage brusque de la rumeur d'une foule, en attente à un silence presque religieux, au moment où l'huissier annonçait « La cour !» qui ne rappela certains silences d'église.
et ce n'était pas sans quelque gravité intérieure qu'il attendait que ses assesseurs furent assis pour retirer sa toque d'un geste presque liturgique. Les professionnels du droit ont tendance à l'oublier, mais Georges Simenon est là pour nous le rappeler. Aux yeux des profanes, la justice et ses rituels sont empreints d'un grand mystère, et les palais de justice deviennent cathédrales. Ces rituels ont une fonction symbolique qui ne doit pas être négligée. Mais prenons garde à ce que la cathédrale ne se mue en forteresse ou en pyramide de Khéops. Il vous faut veiller à ce que le mystère et le secret n'étendent trop leur emprise sur le fonctionnement de l'autorité judiciaire. Il s'agit là d'une exigence constitutionnelle. L'article 15 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen affirme en effet que la société a le droit de demander compte à tout agent public de son administration. La justice demeure un service public, et à ce titre, elle doit également se soumettre à ce contrôle. L'inspection générale de la justice s'inscrit dans cette logique. Elle permet de tirer un constat objectif du fonctionnement des autorités judiciaires, ce qui constitue un prélude essentiel à tout débat public sur la justice et sur l'utilisation des deniers publics. D'autant que l'ordre judiciaire est plus étendu et dispersé que l'ordre administratif. Il compte davantage de tribunaux et de magistrats, sans disposer des mêmes moyens financiers. Une rationalisation de son fonctionnement s'impose donc. Grâce au nouvel éclairage apporté par l'inspection de la justice, les réformes nécessaires peuvent être envisagées. Après le temps des cathédrales, voici venu le temps de donner toute sa portée à l'exigence de transparence qui s'impose à l'ensemble des juridictions de l'ordre judiciaire, Cour de cassation comprise. On vous rétorquera que la justice est un service public à part, un oiseau rare qui ne survivrait pas à la captivité. Non seulement l'inspection générale de la justice ne vient pas enfermer juridictions et magistrats dans une cage, mais c'est justement la singularité de la justice qui impose d'instaurer un tel pouvoir d'inspection. Le devoir des juges est de rendre la justice. Leur métier, de la différer. Quelques-uns savent leur devoir et font leur métier. La sentence de la Bruyère a des échos familiers. Rares sont les grands écrivains à ne pas avoir critiqué la magistrature. Le procès est injuste, mais il n'est pas isolé. Disons-le franchement et avec regret. Hier comme aujourd'hui, la justice n'a pas les faveurs de nos compatriotes. Une enquête récente les montre à 87% favorables à une réforme de ce service public, qu'ils jugent trop lent et inefficace. Quelle meilleure façon d'inverser la tendance que de donner à nos concitoyens un droit de regard sur le fonctionnement de cette justice et sur la Cour placée au sommet de l'ordre judiciaire. Inspecter la Cour de cassation, c'est envoyer un signal fort, c'est réparer et renforcer le lien de confiance entre les citoyens et l'autorité judiciaire. Cet objectif présidait manifestement à l'adoption du décret du 5 décembre 2016. Ne le perdez pas de vue. Car, dans un dernier sursaut désespéré, mes détracteurs en appelleront peut-être à votre statut de Cour suprême. Ils feront planer la menace d'une inspection du Conseil d'État, ils vous inviteront à saisir cette main tendue par les magistrats de la Cour de cassation, vos semblables, vos frères. Il est vrai que notre analyse pourrait ouvrir la voie à une telle inspection, rattachée au ministère de la Justice. Mais l'argument est grossier, dans tous les sens du terme, car ces considérations n'orienteront évidemment pas votre décision. Vous ne donnerez aucune prise au sentiment corporatiste que l'on voudrait vous inspirer. Seul compte le respect de notre Constitution. Seule importe la légalité du décret du 5 décembre 2016. À cet égard, la réponse que vous devez apporter à la question qui vous est posée aujourd'hui ne fait plus aucun doute. La forme d'une ville change plus vite, hélas, que le cœur d'un mortel, écrivait Baudelaire. Paris ne fait pas exception à la règle. Et pourtant, voilà plus de 10 siècles que le palais de justice, siège de la Cour de cassation, se dresse fièrement sur son île. Insulaire peut-être, mais au cœur de la cité, au cœur de la nation et des hommes. Il vous appartient aujourd'hui de l'y maintenir, d'accueillir les garanties d'indépendance offertes par le décret du 5 décembre 2016, de rappeler haut et fort l'exigence constitutionnelle de transparence, d'ouvrir grand les fenêtres du palais. Vous rejetterez. Merci, madame.